L'actuelle constitution est-elle adaptée à la RDC d'aujourd'hui? Faut-il la changer ou la réviser? Face à face spécial, je reçois ce vendredi 1er novembre, après le journal de 19h, le professeur Bob Kabamba, expert international. Il a participé à sa rédaction. Rediffusion samedi 2 novembre après le journal de minuit, après le journal de 7h. Professeur Bob Kabamba, bonsoir. Bonsoir, monsieur Lusakweno. Merci de nous recevoir ici à Bruxelles pour une émission qui fait suite à une autre. On s'est retrouvés sur le même sujet il y a de cela presque 4 ans. C'était le 9 décembre 2020. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais cette émission est beaucoup en train de tourner dans les réseaux sociaux ces jours-ci. Exactement, tout à fait, monsieur Christian. Elle fait suite à, on va appeler ça polémique, on va appeler ça débat. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi de Kisangani, annonce qu'il va appeler à une réunion d'experts pour pencher sur, on ne sait pas trop si c'est révision ou changement de la Constitution. Alors déjà, peut-être un premier commentaire de votre part. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez bien fait de poser la question. Il y a deux choses. Il y a la révision constitutionnelle et il y a un changement de constitution. Et c'est deux concepts tout à fait différents. Et ces concepts ont des conséquences différentes. Quand on parle de révision de la Constitution, il n'y a pas photo. Il suffit de regarder cette Constitution. Cette Constitution est assez claire. Elle dit tout clairement, s'il y a des articles qui peuvent être révisés, il n'y a pas de souci. On peut les réviser sans aucun problème. S'il y a des articles que l'on peut changer, on peut les changer. Mais si il y a certains articles dans cette Constitution qu'on dit qu'on ne peut pas les changer, ça c'est la Constitution qui le dit. Alors quand on parle de changement de Constitution, ça veut dire grosso modo, on prend la Constitution qui est là, on jette tout, et on essaye de créer une nouvelle Constitution. Alors lorsque l'on fait cette procédure de prendre cette Constitution et de la jeter, ça s'appelle dans le langage de sciences politiques, on appelle ça un coup d'État. C'est-à-dire que vous enlevez la base juridique qui constitue la légitimité des institutions qui sont en place. Et donc, lorsque vous enlevez cette base juridique, les institutions qui sont en place tombent et donc n'ont plus de légitimité. Et alors, de ce point de vue-là, ceux qui animent ces institutions sont caducs, démissionnaires, n'existent plus. Coup d'État. Alors, est-ce qu'on doit parler de coup d'État le 24 novembre 65 comme Mobutu? Oui, il prend le pouvoir, mais le 20 mai 67, au moment où il change la constitution du Zaïre, est-ce qu'il y a coup d'État? Il y a coup d'État 1965. Il installe ce qu'on appelle un régime transitoire. 65, je comprends, mais oui. Moi je parle maintenant du 20 mai 67. Le 20 mai 67, il installe une nouvelle constitution. Mais le coup d'État, c'est 1965. Entre 1965 et 1967, on dit que c'est une transition où Mobutu a fait ce qu'on appelle une constituante et cette constituante a produit le texte du 20 mai 1967. Et donc, le coup d'État, ce n'est pas le 20 mai 1967, mais c'est le 24 novembre 1965. Alors, pour qu'on avance bien, parce que, oui. Attention, le moment est bien choisi. Comme en décembre 2020, quand on faisait cette émission, on l'a fait aujourd'hui parce que l'actualité l'exige. Oui. 1997, coup d'État. Il n'y a pas de souci. Le coup d'État est clair. Oui. On ne revient pas là-dessus. Oui. Janvier 2001. Oui. Nouvelle constitution ou on va dire, parce qu'on n'avait pas de constitution pendant 4 ans, nouvelle charte constitutionnelle. Là, il n'y a pas coup d'État. Janvier 2001. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir. Quand Joseph Kabila arrive au pouvoir, il y a coup d'État. De nouveau. Il y a coup d'État. Pourquoi? Parce que le texte qui régit à ce moment-là la RDC ne prévoit pas dans quelles circonstances on doit avoir un nouveau chef d'État. Et quand vous regardez comment ça s'est passé, oui, c'est un coup d'État, puisqu'on a réuni des gens et qui ont désigné, ces gens-là qui ont désigné Joseph Kabila comme président de la République. Et donc, par rapport à l'ordre constitutionnel qui existait à ce moment-là, au moment de Laurent Désiré Kabila, ce n'était pas le même ordre après. D'accord. Coup d'État, encore. Hein. Encore, oui, tout à fait. Histoire importante. Oui. 2003, Sun City est terminé. 1+4, coup d'État. Alors là, c'est pas véritablement un coup d'État. Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que les différentes forces politiques se mettent d'accord sur un nouvel ordre constitutionnel. Nous nous mettons d'accord pour un nouvel ordre constitutionnel. Nous allons mettre un nouvel ordre constitutionnel. Donc, lorsque les États se réunissent tous ensemble,
ils rentrent dans une période de transition. Ça veut dire le changement, encore une fois, le changement de l'ordre constitutionnel. Mais pourquoi c'est pas un coup d'État? Parce que les gens se sont mis ensemble? Parce que tout simplement, on a modifié le système qu'il y avait. Mais ça, c'est pas... Donc, précédemment aussi. Mais pourquoi précédemment, c'était pas coup d'État parce qu'il y a un changement, et cette fois-ci, c'est... Je vous explique. Lorsque Joseph Kabila arrive en 2001, il met en place de nouvelles institutions et le fonctionnement. D'accord. Ensuite, au niveau de ces changements des institutions, il accepte, donc l'ordre tel qu'il est là, accepte de pouvoir changer. Donc c'est l'ordre qui est là qui accepte de changer. L'ordre institutionnel, constitutionnel, accepte de changer. Comme l'ordre de 65, en 67, qui décide de changer. Non, l'ordre de 65 est imposé. Coup d'État. Oui. Mais ce même ordre imposé qui, de chef, était l'ordre établi le 20 mai 67, change et instaure une nouvelle constitution. Oui. Sur une base, on va dire, collégiale, puisque tout le monde accepte d'être parti unique. Tout le monde accepte d'être parti unique, puisque tout simplement, ça a été la décision imposée par Mobutu. Bon, alors oublions, alors laissons tomber 2003, 2006. Alors, 2006, là, clairement, sans ambiguïté, c'est la fin de la transition et avec l'apport d'un nouvel ordre constitutionnel qui nous régit jusqu'aujourd'hui. Alors, en quoi il n'y a pas coup d'État pour 2003 et 2006, alors qu'il y a pour 2001 en 2003 et 67. En 2003, donc en 2003 par rapport à Sun City, il y a acceptation de l'ordre constitutionnel tel qu'il existe à ce moment-là, de pouvoir changer. Mais l'acceptation en droit, c'est la même pour le cas de 2003 que 67, acceptation que de 65. Non. 65, c'est coup d'État. Oui. Bon alors. Donc 65, nous sommes dans un coup d'État. À partir de 65, on va dans une transition. D'accord? Sous Mobutu. Mobutu dirige la transition. Et il met en place une constituante pour écrire une nouvelle constitution. Et cette nouvelle constitution est promulguée le 20 mai 1967. Donc, le régime, on va dire, constitutionnel de Mobutu commence le 20 janvier 1967. Voilà. Alors, Kabila père arrive. Non, ça, on a bien compris. D'accord. On est à 2006. Oui. Vous dites, c'est parce qu'il y a eu Sun City. Oui. 2011, il s'agit d'une révision de la Constitution. Exactement. Qui est prévue dans la Constitution. C'est elle-même qui prévoit ça, oui. 1964. Oui. Nous l'avons. Tout à fait. Coup d'État? Non, pas coup d'État. Parce que tout simplement, la loi fondamentale, c'est autorisé, justement, parce que c'est une loi fondamentale qui, pour qu'un État devienne indépendant, a besoin d'une loi fondamentale. Alors, les Belges, qui sont le colon, donnent aux Congolais une loi fondamentale en disant, voilà, votre nouvel ordre va être celui-là. Mais dans ce nouvel ordre, celui-là, il était prévu que les Congolais vont écrire une nouvelle constitution qui sera adoptée par référendum d'août 1964. Alors, pour le Congo, ça peut paraître compliqué. Oui, je vous en prie. Parce que le coup d'État peut choquer. Le terme coup d'État peut choquer. Oui. Dites-moi alors, dans ce cas-là, changement de l'ordre constitutionnel. On passe non, je vais faire beaucoup plus simple. On passe en France. Oui. 1958, après tous les remue-ménages institutionnels à la congolaise, on va dire. Oui, exactement. C'est à peu près ce qu'on vit aujourd'hui. Exactement. Après tous les remue-ménages constitutionnels, pas de majorité stable, difficulté institutionnelle de diriger le pays, le général de Gaulle décide de changer la constitution. Coup d'État? Oui, coup d'État. En France? En France, oui. En 1958? Ah oui, 1958, oui, tout à fait. Coup d'État? Oui. Et c'est même reconnu au niveau en sciences politiques. Donc, coup d'État? Ça veut dire qu'il a mis en place la 5e République. Il a cassé la 4e République pour mettre la 5e. Donc, le coup d'État n'est pas forcément un terme péjoratif. Non, ce n'est pas nécessairement. C'est le changement d'ordre constitutionnel. C'est simplement ça que ça s'appelle. On le fait de différentes façons. Vous pouvez le faire par les armes. C'est-à-dire, il y a une rébellion, comme on connaît dans beaucoup de pays. Kabila père, c'est une rébellion. Alors, vous avez des endroits où on tue un chef d'État. Vous avez des endroits où, on a un groupe d'armées qui décide d'arrêter les présidents en place et les institutions, de dissoudre les institutions en place. Donc, il y a plusieurs façons de pouvoir le faire, mais c'est le terme qu'on utilise, c'est un coup d'État. Donc, aujourd'hui, si on a changement de constitution, c'est coup d'État. Oui. Parce que la Constitution ne le permet pas. Est-ce qu'il y a des constitutions au monde qui permettent leur révision? Oui, mais leur changement? Ça n'existe pas.
Il n'y a pas de constitution, il n'y a aucun texte qui prévoit... Qui prévoit en disant que de manière claire, qui a été adopté par référendum, qui dit, si vous voulez me changer, voilà comment il faudrait procéder. Mais pourquoi? Mais parce que tout simplement, c'est l'outil que l'on met en place pour la pérennité et la survie d'un État. Qui ne peut pas être changé, mais qui peut être amendé. Qui peut être amendé, c'est tout à fait normal. Parce que le contexte, souvenez-vous, quand on a discuté avec vous, à l'époque, vous m'aviez posé la question par rapport à tout, est-ce qu'il y a des choses dans cette constitution qui peuvent être changées? Je vous avais dit oui, il y a des choses qui peuvent être changées parce que tout simplement, le contexte dans lequel ça avait été écrit, c'est différent du contexte actuel et il y a moyen de changer des choses dans ce texte-là. On va y arriver. Les articles sont connus. Oui. On peut changer, on peut réviser la constitution. Changer, c'est coup d'État. Oui. Coup d'État qui nécessite quoi? D'abord, le fait de pouvoir rendre caduque cette constitution. Comment faire ça sans violer cette constitution, ce qui, par exemple, dans le chef du président de la République, pourrait constituer une autre trahison? Alors, qu'on se comprenne très très bien. Oui. Le texte actuel ne prévoit pas ce cas-là. Oui. Alors, pour pouvoir le faire... Il faut casser. Il faut casser. Non, j'ai compris, mais la sanction peut être... Ah oui, par rapport au texte, oui, la sanction, elle est suprême. Pour violer la Constitution, ça, oui, oui. Parce que quand vous lisez sur l'article 64, c'est très clair, justement, qui donne aux Congolais le droit de pouvoir s'opposer à toute tentative de révision de l'ordre constitutionnel. 64.1 et 2. Oui. Le 9 décembre 2020, vous nous disiez avoir été mandaté par le gouvernement belge pour diriger le collège de tous les experts venus du monde entier pour prêter main forte au Sénat. Oui. Dans les travaux de rédaction de la Constitution congolaise. Exactement. Pourquoi vous? Pourquoi la Belgique? Pourquoi cette expérience étrangère pour la rédaction d'une Constitution congolaise, alors que les spécialistes congolais existent? Alors, j'ai suivi aussi la polémique comme vous sur cette question-là. C'est assez étonnant parce que lorsque effectivement on ne connaît pas le contexte et l'histoire de ce qui s'est passé, on peut publier et raconter n'importe quoi. Ce que vous devez savoir, c'est que le Sénat de transition, qui est à l'époque ce qu'on appelle la constituante, président Marini Bodo, qui sont la constituante, c'est-à-dire qu'ils sont en charge par le texte constitutionnel de la transition de pouvoir écrire une nouvelle constitution. Ok. Alors, la première étape, ça a été, c'est que la commission constitutionnelle, donc au sein du Sénat de transition, ils ont instauré une commission. Alors, cette commission s'est dans un premier temps retirée à Kisangani pour essayer justement d'essayer de faire déjà une première mouture. Simi. Voilà. N'oubliez pas que nous sommes dans une période de transition qui est bien délimitée par les textes de transition qui disent la transition doit durer 2 ans plus un éventuellement. D'accord? Ça, c'est clair. En disant, OK, vu que le temps doit passer, il est important de pouvoir accélérer et d'avoir ce texte qui doit mettre fin à la transition pour ne pas être dans un vide juridique. Ce Sénat dit, OK, nous devons avoir un texte, nous sommes dans un contexte conflictuel, un texte dans lequel qui puisse avoir l'adhésion et l'adhésion de tout le monde. D'où la volonté du Sénat de se dire, de se faire accompagner. L'accompagnement international, quand je dis l'accompagnement, il y a plusieurs concepts d'accompagnement. Vous avez l'accompagnement national, vous avez l'accompagnement international. On va dire tout simplement l'accompagnement. Alors, c'est qu'il y a... Plutôt international, parce qu'on a dit qu'il y avait 21 experts, dont seulement 8 Congolais. Je vais y arriver sans aucun problème. C'est que, une fois que le Sénat vient en Belgique demander en disant oui, voilà, nous avons la mission de pouvoir l'écrire, pouvez-vous, si vous avez des experts qui peuvent nous aider à pouvoir avoir un texte correct. Et c'est de là que on me demande si je veux bien pouvoir faire le travail. Et ce que j'accepte, c'est le Congo, c'est mon pays d'origine. Et on va à Kinshasa. Alors quand on arrive à Kinshasa, le Sénat congolais avait déjà une liste des experts avec lesquels ils avaient déjà travaillé à Kisangani et recommande à ce que ces experts fassent partie du groupe de ceux qui vont travailler. Alors on a mis en place ce qu'on appelle un groupe permanent. Et dans le groupe permanent, je vais vous le dire, il y avait un seul étranger, et le seul étranger, c'était moi. Je ne sais pas si je peux m'exprimer comme un étranger. Non, sur la liste, vous êtes clairement établi comme belge, et la constitution étant ce qu'elle est, la nationalité donc, et une exclusion. Le groupe qui est constitué de manière
permanente, c'est-à-dire venir sur place à Kinshasa, sur une durée de 3 mois. Et ce groupe reste à Kinshasa, travailler avec les sénateurs pendant 3 mois. Et là-dedans, j'ai ensuite proposé au Sénat de pouvoir ramener d'autres expertises, dont le professeur Mampouya, qui était absent du pays, qui est revenu pour ça, dont le professeur Bochab, qui était à l'époque directeur du cabinet du chef de l'État. Mais donc, quels étaient les Congolais avant Bochab et le professeur Mampouya et Bochab? À Kisangani, on avait Ferdinand Kapanga, il y avait Mampouya, il y avait Esambo. Avant Mampouya et Bochab, il y avait qui? Esambo, Kapanga, oui. C'est la liste que j'ai reçue. Oui, effectivement. Non, je parle de ceux qui sont extérieurs, on va dire, à la commission. C'est-à-dire ceux qui sont venus de l'extérieur de la commission. Parce que dans la commission, c'est les sénateurs. Oui, les sénateurs. Et donc il y a 6 Congolais qui étaient avec les sénateurs à Kisangani. Donc c'était pas un avant-projet de constitution qui a été rédigé par des étrangers. Non, ça je vous le dis, non, et ça ne se fait pas. Dans aucun pays au monde, on a ce genre de procédé. Parce que tout simplement, pour que la constitution soit vraiment adaptée et soit connue par les populations qui doivent l'adopter par référendum ou par d'autres voies, il est important que ça parle des réalités et du contexte du pays. Cependant, alors je vais y arriver. Alors, ce groupe permanent a reçu ce qu'on appelle des visites ponctuelles. Des visites ponctuelles, c'est-à-dire, vous avez une visite de Mazo. Je vous donne par exemple l'exemple de Mazo. Président du Conseil constitutionnel français, qui vient en mission officielle à Kinshasa, et qu'on lui dit qu'il y a un groupe d'experts qui sont en train de travailler sur la Constitution. Il vient, il vous aide. Il vient, il nous salue, il dit, ben oui, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Voilà, etc. On discute, et voilà, vous avez pensé à ça, vous avez pensé à ça. Il s'en va. Il n'a pas rédigé? Il n'a pas rédigé pas un seul article. Vous dites que vous étiez le seul Congolais, pourtant le professeur Mampouya Sotop Congo a cité le professeur Mbodj du Sénégal. Mbodj était présent, puisque lorsque vous lisez cette constitution, il y a tout un chapitre sur lequel il a amené une grande contribution. C'est la question qui concerne les rapports entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif. Comment régler les rapports qu'il y a entre ces deux pouvoirs pour que ce ne soit pas des pouvoirs complètement séparés, puisqu'on puisse avoir véritablement des liens de collaboration entre ceux. Ça, c'était un apport vraiment significatif qui est venu donc de Mbodj, qui a aussi participé aux travaux de la constitution de transition Hassan Seti avec le médiateur sénégalais. C'est lui qui c'est Moustapha Niasse. Oui. Alors 2006 au lancement de la Constitution, tous ceux qui étaient de Belgique, qui avaient étudié en Belgique, étaient plus à l'aise que les autres. Vous expliquez ça comment? Ceux qui avaient étudié en Belgique le droit était plus à l'aise que les autres. Pourquoi? Plus à l'aise que les autres par rapport... Dans la manipulation de cette constitution de 1, oui. Dans le calcul, oui. Électoral, oui. On sentait bien que tout cela, même si vous avez dit le 9 décembre dans notre émission que votre tâche c'était de rédiger par rapport à ce que les Congolais voulaient, les Congolais ne pouvaient pas vouloir ce qu'ils ne connaissaient pas. Alors, je vais maintenant y aller dans le fond. Oui, les Congolais voulaient ce qui est dans cette constitution. Parce que le système, le Congo, vous avez, Christian Lusakoueno, vous voyagez au Congo. Partout au Congo, vous dites Kinshasa est trop loin. Kinshasa est loin de nos réalités. Kinshasa ne n'apporte rien. Nous devons nous prendre en charge. Alors, quand on vous dit nous devons nous prendre en charge, ça veut dire, grosso modo, donnez-nous des outils qui vont nous permettre, nous, de pouvoir essayer de faire quelque chose à notre niveau. Et cet outil-là, c'est quoi? Soit la décentralisation, c'est-à-dire l'État central donne à des entités plus proches des populations pour faire toute une série de choses. Et ça s'appelle décentralisation. Ça peut s'appeler aussi fédéralisme. En disant, oui, l'État décide de donner beaucoup de pouvoir à telle entité pour que cette entité fasse des choses de manière concrète. Ça, vous l'avez partout. Vous allez au Katanga, on vous le dit. Vous allez au Nord Kivu, on vous le dit. Vous allez au Kasaï, on vous le dit. Nous voulons nous-mêmes nous occuper de notre diamant, par exemple. Vous allez au Bas-Congo, enfin au Congo central, on vous le dit. Nous sommes parmi les provinces les plus riches, mais on ne voit pas la richesse que nous produisons. Va à Kinshasa, etc. Tout ça, c'est les Congolais qui le veulent. C'est les Congolais qui veulent. Attention. Oui. Quand on vient ici en Belgique, on se rend compte de la difficulté de la chose. La simplicité eût été de faire de la République démocratique du Congo, ou de donner à la République démocratique du Congo
On voit qu'il n'y a pas de spécialiste de ce pays dans la liste des experts que vous composiez. Il était plus simple de lui donner une constitution à l'américaine. L'américaine, c'est des États, chacun se gère et tout est centralisé. Pourquoi pas d'influence américaine plus connue et la belge? Est-ce que ce n'était pas du fait que c'était des experts belges qui participaient? C'est le fait simplement qu'il y a eu deux confrontations de concepts de la forme de l'État. Évariste Beauchamp, qui est partisan de ce qu'on appelle un État unitaire, un peu de manière une caricaturale à la française, où vous avez un président qui décide, entre guillemets, de toute une série de prérogatives et qui imprime son caractère, etc., 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 même si on a des fois des cohabitations, etc. Et vous avez une autre école qui est depuis les années 60, dont le feu Célestin Kabouya était un des partisans, des fermes partisans du fédéralisme, donc depuis les années 60, et ben, pour lui, il était hors de question de pouvoir aller dans un système unitaire. Alors vous avez d'un côté ceux qui veulent le système fédéral à l'américaine, et vous avez de l'autre côté ceux qui ne veulent pas le système fédéral, qui veulent un système unitaire. D'où, justement, on va dire essayer de faire à la belge, qu'on appelle le compromis à la belge, et c'est pour ça que nous avons cet État, cette forme d'État qui ne ressemble ni à l'un ni à l'autre, qui ne ressemble au Congo. À rien. Non, qui ressemble au Congo. Oui, à l'époque, la constitution du Congo n'existait pas. Donc, à l'époque, alors, qui ne ressemble à rien. Non, je vais encore vous aller plus loin. Oui. Si vous avez lu la constitution qui vient de la conférence nationale, l'avant-projet de constitution qui vient de la conférence nationale souveraine, le professeur Mampoui l'a dit ce matin, vous allez voir que dans ce texte aussi, il y a eu ce débat, le même débat que je viens de vous dire, et on a essayé de trouver, encore une fois, une espèce de solution médiane qui est dans ce texte-là. Et donc, ces problèmes datent, vous savez pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'indépendance du Congo. Lumumba unitaire, Kasavubu fédéraliste. Et d'où les différentes discussions que l'on a depuis l'indépendance du Congo entre ces deux tendances. Et Mobutu a cassé tout ça en remettant un État unitaire dans un régime autoritaire. Vous avez, expert, proposé un texte. Vous nous disiez le 9 décembre 2020 qu'il a été peu amendé, adopté comme déposé. Oui, il a été amendé, il y a des points qui ont été amendés. Peu. Oui, peu. Oui, il y a des points qui ont été amendés. Peu qui ont été amendés. Qu'est-ce qui a été amendé? Qu'est-ce que vous avez proposé qui n'a pas été accepté? La question des provinces. La question des provinces. Le débat sur les provinces. La question des provinces. La question des provinces. Découpage territorial des provinces. Ah, découpage territorial. Oui, découpage territorial des provinces. Là, de manière très claire, c'est que dans les rapports qu'on avait déjà à cette époque-là, passer de 11 et avec la problématique du Kivu, que je mets entre parenthèses, de 11 à 26, avec les statistiques que nous avions, les statistiques économiques que l'on avait, on avait des doutes par rapport à la capacité de gestion, de survie de certaines provinces dans le cadre du découpage. On a essayé d'expliquer à la commission, donc au Sénat, où on a participé aussi aux travaux d'adoption et d'amendement de ce texte, d'expliquer effectivement que oui, faire des provinces 7, oui, mais il faut que ces provinces 7 aient des moyens. Et les moyens soient viables. Soient viables. Viables, non pas uniquement en termes de ressources, on va dire, financières, mais aussi, surtout, en termes de ressources humaines. Ressources humaines, ça veut dire, vous devez avoir des cadres, vous devez avoir des ingénieurs, vous devez avoir des médecins, vous devez avoir la justice, vous devez avoir toute une série de services à la population, qu'il est difficile, dans un contexte où vous n'avez pas assez de ressources, de pouvoir attirer, par exemple, des bons médecins, attirer des bons professeurs, attirer toute une série de services indispensables pour la survie des populations, pour le bien-être des populations. Et ça, malheureusement, bon, il y a eu une dimension politique à cette question-là. Ils ont voulu véritablement avoir ça. L'autre question, la question de la femme, où on avait proposé de manière très claire qu'il puisse rendre obligatoire les clauses dans lesquelles le Congo a signé et ratifié des textes où on mettait, par exemple, le quota de 30%. Mais là aussi, les sénateurs n'ont pas nécessairement voulu, le constituant n'a pas voulu suivre ça, et ont supprimé, et ont laissé uniquement la promotion de la représentation politique de la femme dans les institutions nationales, provinciales et locales. Aujourd'hui, on peut dire que
Pour les provinces, vous aviez raison. Pour les provinces, il y a une raison. Par exemple, quand vous m'avez posé à l'époque la question, est-ce qu'il y a des choses que l'on peut changer? Oui, il y a des choses que l'on peut changer, notamment cette question-là. Et puis, on peut aller même au-delà, monsieur Le Sakwen. Vous savez que ce découpage, c'est l'héritage colonial. C'est l'héritage colonial, ce découpage. Alors, je vous... 26. 26, le découpage de tous les districts, etc., avec les territoires, etc., c'est un héritage colonial. Oui, mais en territoire, c'est un héritage colonial, mais alors, on les mettait tous dans une province qui ressemblait à quelque chose. Non, justement, non, monsieur Le Sakwen. Je vais vous donner des exemples clairs. Je prends ce qu'on appelle le peuple Rega, les Lega. Au Sud Kivu. Sud Kivu. Et Nord Kivu. Nord Kivu. Et Maniema. Oui. Et une partie de Tchatal. Et donc, vous voyez cette population. Et quand vous regardez sur une carte, est-ce que la réunion de cette population ne constitue pas une province? Oui. Pourquoi le colonial l'a fait? Il l'a fait parce qu'il n'avait pas envie d'avoir ce qu'on appelle des grosses entités qui peuvent s'organiser et résister à l'ordre colonial. Et pour ça, il faut découper. Alors, je vous donne un autre exemple, mais là, c'est un peu différent. Je parle des Bachis. Quand on parle des Bachis, vous dites, oui, Sud Kivu. Sud Kivu. Alors, vous dites, ah, ok, alors, mais pourquoi on a fait Walungu, Kabare, Kalehe, etc., etc. Et puis, quand vous êtes sur place, vous avez été à Bukavu, vous vous rendez compte, c'est les mêmes personnes. Et puis, qu'on a dû mettre dans... Il y a plusieurs exemples. Je parle des Lunda. De Karund, la même chose, où on a tout découpé, etc., alors que c'est, on va dire, une unité culturelle et linguistique. Et pourquoi ça ne serait pas dans une province? Parce que simplement le colon ne voulait pas. Les Luba, pourquoi on a des Luba chez l'Omami? Pas au Kasaï oriental. Encore une fois, dans le cadre de ce découpage, pour pouvoir ne pas avoir des entités fortes, ces entités fortes pour qu'ils puissent arriver, entre guillemets, à s'opposer à l'ordre colonial. Mais vous proposiez quoi alors, vous qui veniez... Parce que ce travail-là est très compliqué. Parce qu'on a quand même cet ordre de découpage qui existe depuis. Donc il ne fallait pas y toucher. Il ne fallait pas y toucher parce qu'il est intériorisé. Alors, je parle des Basongé. Donc vous prenez les Basongé, vous les avez au Maniema, vous les avez dans la province de l'Uami et vous les avez au Tanganyika. On les a découpés, ainsi de suite. Donc voilà plus ou moins un peu toute une série de mon point de vue. Quand on a des choses, entre guillemets, qu'on peut mettre sur la table, il y a ce genre de choses. Allez, la nationalité, par exemple. La double nationalité, nous savons très bien que le président de la République lui-même a vécu en Belgique. Une bonne partie de sa famille sont de nationalité belge. Et donc, si c'est le cas, alors pourquoi ne pas imposer au niveau de texte d'avoir la possibilité d'avoir une autre nationalité, comme ça existe un peu partout dans le monde. Le Sénat dit non. Le Sénat a dit non. Pourquoi? À cause de la question rwandaise. À cause de la question rwandaise, avec la phobie que tous les Rwandais vont devenir des Congolais. Donc toutes les conclusions du groupe d'experts dont vous faisiez partie, on dira entre guillemets étrangers, oui. Pour ce qui est des particularités congolaises, tout a été évacué par le Sénat congolais. Pas évacué. Je vous ai dit ce qu'ils ont évacué. Oui, non. Ces dispositions-là, oui. Vous avez dit, votre texte a été peu amendé. Donc, oui. Tous ces amendements l'ont été du fait que le Congo disait non. Donc, même si vous veniez avec des particularités étrangères, il aurait dit non. Ils auraient dit non. La question de la peine de mort, ils ont dit non. Il n'y a pas l'abolition de la peine de mort dans la Constitution. La peine de mort y est toujours. Il y est toujours. La peine de mort est toujours d'application. Un texte est le reflet d'un contexte. Oui. Propos de Bob Kabamba, toujours le 9 décembre. Oui. Vous aviez présenté une mouture aux belligérants. Oui. C'est ce que vous disiez oui. Le 9 décembre. C'est un texte où, vous l'avez bien dit, l'obligation, c'était d'organiser un partage équitable et équilibré des pouvoirs. Exactement. Est-ce que on peut encore parler, 20 ans après la fin de la guerre, de pareilles dispositions? Alors, je vais vous surprendre, monsieur Le Sakwen. Vous aviez déjà dit non. Oui. Je vais vous surprendre, monsieur Le Sakwen. Quand le texte est mis sur la table, il est mis en œuvre. On regarde comment il est mis en œuvre et comment ça fonctionne. Alors, qu'est-ce qu'on constate en termes d'analyse politique? C'est que le texte est équilibré, qui est équilibré sur le papier, mais dans la mise en œuvre de ce texte, il n'y a pas d'équilibre. Je vais être clair sur ce point. Lorsque vous avez ce système de contrôle entre institutions, mais lorsque vous contrôlez les animateurs de ces institutions, vous contrôlez tout le système
aussi bien le système judiciaire, aussi bien le système exécutif que le système législatif. C'est-à-dire, je suis président de la République, j'ai ma majorité, je peux la construire, on est au Congo, et donc je donne mes directives à ma majorité qui est au Parlement, va faire au Parlement ce que j'ai envie de faire. Je fais la même chose par rapport aux provinces, et donc les provinces vont fonctionner en fonction de ce que je veux. La même chose, puisque j'ai le pouvoir de pouvoir nommer les juges, bien sûr, même si le Conseil supérieur de la magistrature propose, en disant oui, je vais proposer ça, tel et tel et tel. Président de la République, j'ai le pouvoir de dire non, je ne vais pas nommer celui-là ou celui-là. Donc, sur le papier, effectivement, nous avons un équilibrage, mais dans la fonctionnalité, c'est pas bien. C'est pas un équilibrage. Nous sommes pas dans un équilibrage. On évolue dans la pratique vers un système présidentiel pur. Constitution équilibrée pour que tout le monde puisse avoir quelque chose. Exactement, tout à fait. C'est une constitution d'après-guerre, avec les limites particulières à l'époque de régler des problèmes de fin de guerre. Oui. Une guerre sans vainqueur. Oui. Alors aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que cette constitution, vous avez déjà dit non, est-ce que cette constitution est encore valable? Est-ce que c'est une constitution qui peut encore, qui ne doit pas être amendée? Oui, elle peut être amendée, révisée. Ma question, ce n'est pas elle peut. Ma question, c'est n'a-t-elle pas montré ses suffisances aujourd'hui? Est-ce qu'elle ne devrait pas être révisée? Oui, elle peut être révisée. Et j'insiste. Ma question, c'est pas peu. Ma question, c'est doit. Si elle doit être révisée. Tout dépend de la volonté du politique. Tout dépend de la volonté du décideur. Décideur, c'est qui? La procédure, elle est bien établie dans la Constitution. Si le chef de l'État veut la réviser, c'est son droit. Si les citoyens congolais veulent 100 000, ils peuvent le faire, c'est une procédure. Si le Parlement le souhaite, ils peuvent le faire. Donc tout dépend de la volonté de différents acteurs, de différents piliers pour pouvoir réviser les articles qui... Je vais vous reposer la même question qu'en 2020. Est-ce que la Constitution est encore adaptée? La Constitution, telle que je viens de vous le dire, avec la pratique que nous avons, ne change rien par rapport à ce qui est comme gouvernance au niveau du pays. Non. Ma question, c'est est-ce qu'elle est encore adaptée au pays? Celle que vous aviez adoptée... Elle est adaptée. Elle est adaptée sur plusieurs aspects. Il y a quelques aspects qui posent problème. Ça, tout le monde, n'importe qui doit reconnaître qu'il y a quelques aspects qui posent problème. Et que ces problèmes-là que pose ce cadre... doivent être changés. Doivent être changés. Doivent ou peuvent? Peuvent, parce que c'est pas une obligation. Dans les textes, on dit oui, peuvent être changés. Donc c'est ça. C'est pas une obligation. La Constitution actuelle consacre le droit divin. Je suis toujours dans les propos de là. Oui, tout à fait. Je vous ai bien suivi. Où tout le monde n'est pas égal devant la loi. Oui. Ça, c'est vous aussi qui avez demandé ça. Tout le monde n'est pas égal devant la loi parce que tout simplement, c'est partout au monde. On est en train d'exercer un certain nombre on a un certain nombre de responsabilités, puisque nous sommes dans une forme représentative du pouvoir du peuple. Lorsque vous donnez des responsabilités à quelqu'un qui va diriger pour vous, quand il est en fonction, vous devez le protéger dans le cadre de sa fonction. Jacques Chirac en France. Oui. Nicolas Sarkozy en France. Aux États-Unis. Aux États-Unis. En Belgique. Partout dans le monde. En Afrique du Sud. Partout dans le monde, une fois que l'on constate après coup qu'il y a erreur de gestion, faute, dol, etc. L'auteur doit en répondre devant la loi. Oui. Pas au Congo, cette constitution le consacre, c'est normal. L'auteur ne peut pas être poursuivi. Alors, cette disposition-là, après que sa fonction soit terminée. Hein, j'entends bien votre question. Et c'est là où je vais encore revenir sur le contexte. Nous sommes dans le contexte dans lequel nous quittons un contexte conflictuel. Dans lequel, n'oubliez pas, ceux qui sont censés devenir les futurs dirigeants, M. Lusakwen, ont commis des actes très graves
de massacre. Donc c'est pour protéger les anciens chefs de guerre. Il fallait arriver à ce qu'il puisse y avoir une certaine immunité par rapport à la mise en place de l'objectif général qui était la paix. Donc jusqu'aujourd'hui, l'ancien président, l'ancien premier ministre et les anciens intouchables sont consacrés ou sont protégés par une Qu'est-ce qui empêche qu'on puisse modifier? Mais non, mais on peut réviser. La question aujourd'hui, c'est est-elle cette constitution adaptée? Vous nous avez dit en 2020 non. Aujourd'hui, vous avez dit oui. Non. Répète bien la question. Par rapport, vous avez dit, la question de 2020, c'était est-elle adaptée? Oui, vous avez dit non. Oui. Non, vous avez dit non. Non, parce qu'il y a des choses que l'on peut améliorer dans cette constitution. Aujourd'hui, vous dites oui, il y a des choses que l'on peut modifier dans cette constitution. Donc vous êtes pour la révision? La révision, elle est autorisée. Oui, elle est autorisée, monsieur Lusakwen. C'est pas un crime que de réviser ce qui ne va pas. Le changement, vous venez même de me donner... C'est que le changement qui fait que vous êtes à oui. Reviens sur cette question-là. Reviens sur cette question de l'impunité. Vous venez de vous-même de donner un exemple de ce qu'il faut changer. Je vous explique que c'est la sortie du conflit. Vous savez très bien que vous pouvez lire tous les rapports du monde, toutes les publications. Le RCD a fait des massacres. Le MLC a commis des massacres. Le côté gouvernement, il y a eu des massacres. Les différents groupes Maï ont massacré des populations, etc. Pillage de ressources naturelles, etc., etc. On a protégé tout le monde. On a protégé tout le monde par rapport à ça. Oui, mais de cette protection de l'époque, aujourd'hui, profite aux... Oui, tout à fait d'accord avec vous. Oui. Alors, d'où, quand vous me posez la question par rapport au contexte, je vous donne ma réponse et je vous prends ça comme un exemple. Non, sur certains aspects, comme je le dis, c'est vrai, il y a des choses qui ne vont pas, qu'il faut changer. Le président élu par la nation n'est pas plus important qu'un premier ministre qui peut ne pas l'être. Il faut redéfinir le régime politique, disiez-vous, le 9 décembre 2020. Le régime politique, oui, il faut le redéfinir. C'est-à-dire, grosso modo, c'est qu'avec la pratique que nous avons observée, étudiée, entre justement la fonctionnalité du président de la République et la fonctionnalité du chef du gouvernement, on se rend compte que dans le cadre de la mise en pratique de ce texte, ça ne sert à rien de pouvoir arriver à élever le chef du gouvernement comme l'antithèse du président de la République. Ça n'apporte pas de plus-value. Donc on devrait donner plus de pouvoir au président de la République. Simplement, on doit diminuer simplement par rapport à la question liée au contreseing, par exemple. Liée au contreseing. Par exemple, à toute une série d'autres éléments sur lesquels le président de la République peut décider sans nécessairement avoir le contreseing du Premier ministre. Par exemple. 4 à 6 mois pour former un gouvernement, c'est beaucoup dans un pays où on n'a pas ce temps. C'est trop même. C'est pas la Constitution qui l'interdit. Mais c'est les dispositions de la Constitution en cas de recherche de la majorité qui font, comme en Belgique, attention, ça c'est fondamental. C'est aussi peut-être un héritage de la Belgique. Oui, l'informateur, oui. Oui, je confirme. D'accord. Je confirme par rapport Parce que là, aujourd'hui, on est en Belgique, là, il y a eu des élections au mois de juin. Oui. Nous sommes au mois de novembre, demain. Oui. Il n'y a toujours pas de gouvernement. Oui, parce que tout simplement, ce que vous dites, oui, effectivement, c'est un apport qui a été amené sur cette question-là. Puisque nous sommes dans un régime proportionnel. Quand on est dans un régime proportionnel, ça veut dire qu'il est très difficile de pouvoir arriver à avoir une majorité absolue au cours de ces élections. D'où l'obligation de pouvoir avoir ces coalitions. Alors, ce que vous oubliez, à chaque fois, c'est qu'avant les élections, qu'est-ce qui se passe? Alors, le président de la République, c'est lui qui a l'impérium, crée une famille politique dans l'objectif d'avoir la majorité au Parlement. Alors, je regarde à l'époque de Kabila. On a eu l'AMP. L'AMP avait la majorité. Pas besoin de pouvoir arriver à avoir un informateur, puisque tout simplement, il suffisait de compter les membres de l'AMP. Il y a eu le FCC. Il suffisait de compter ceux qui sont dans le FCC, et vous allez voir plus ou moins... Attention, l'AMP est né entre les deux tours, hein. L'AMP est né entre les deux tours. Entre les deux tours. Quand le président Kabila s'est rendu compte que Antoine Gizenga avait beaucoup de voix au Bandundu, qu'il a voulu avoir ou s'allier avec lui, quand il s'est rendu compte que pour faire contre-coup avec le MLC, il fallait prendre l'UDEMO de Nzanga Mobutu. Oui. Attention, hein. Attention. Alors, regarde, non, là vous parlez par rapport à l'élection présidentielle.
Nous sommes au niveau parlementaire. Non, je vous parle de l'élection législative aussi. Vous me parlez au niveau, on est en train de parler de tours qui n'arrivent pas au niveau législatif. Oui. C'est uniquement au niveau présidentiel. Oui. Et donc, au niveau législatif, lorsque vous regardez les chiffres... C'était Kabila. C'était donné. Oui. Et l'engagement qu'il y ait par rapport au second tour, c'est dans les accords, oui, nous avons donné au Palou le Premier ministre. Alors, chaque fois, vous allez vérifier dans l'histoire politique, vous allez vous rendre compte que, oui, c'est un écueil. Mais comment le contourner? Faites une coalition, faites un groupe, c'est ce qui a été fait avec l'Union Sacrée. Le groupe, il ne dépend que d'une personne, que du résultat des élections. Attention, il faut faire un groupe, c'est une chose. Ici en Belgique, on fait des groupes, mais on se pose. Non. En Belgique, on se fait pas des groupes. Les partis sont autonomes. Pour certains ancestrales, ils existent depuis très longtemps, ils sont connus. Encore que pour le cas de la France, on a vu comment le PS s'est cassé la figure. Exactement. Ça peut arriver. Oui. Mais et alors là, je reviens pour la distribution de l'informateur. Ils ne naissent pas du jour au lendemain, ces groupes et ces partis. Le vote de l'électeur ici en Belgique est clair, alors qu'au Congo, face à des AAA, BBB, CCC, c'est plus complexe. C'est parce que justement, pourquoi il y a les AAA, BBB, CCC? C'est justement pour arriver avec le système électoral tel qu'il existe, à la proportionnelle, à contourner cette difficulté d'être sûr de pouvoir tout contrôler. Mais c'est tout à fait simple. Et d'ailleurs, c'est même très simple qu'un outil, justement pour ne pas arriver à avoir un informateur, parce que tout simplement, quand vous calculez l'Union Sacrée, l'Union Sacrée est majoritaire, on n'a même pas besoin d'un informateur. Donc il suffit que le président de la République, tel que la Constitution le dise, dès le lendemain, il aurait pu déjà désigner un Premier ministre. La Constitution avait été créée pour notamment partager les pouvoirs, mais la cohabitation est dangereuse. Ça, c'est ce que vous disiez, le 9 décembre. Je voudrais terminer par ça. Oui. Parce que beaucoup de gens se posent la question, est-ce que c'est utile? C'est vrai que modifier ou changer ou réviser la Constitution ne va pas régler ou nous aider à régler les problèmes du quotidien. Oui. Mais elle va peut-être permettre, et ça c'est la question que je vous pose, à ce que les choses soient plus claires sur de nombreux points. Est-ce qu'aujourd'hui ce texte, l'actuel, est bon? Dans le fonctionnement général, il a permis au Congo de pouvoir sortir de la guerre, d'avoir un État organisé, d'organiser des élections, d'avoir une alternance politique, puisque sans ce texte ici, je ne pense pas que le président Tshisekedi serait président sans ce texte. C'est ce texte qui a permis justement de pouvoir arriver à ce que Tshisekedi soit président et que Kabila ne fasse pas plus de 2 mandats. La réponse à votre question, c'est celle-là. Sous question, oui, elle n'est pas parfaite. Oui, il y a des choses qui ne vont pas. Et ces choses qui ne vont pas, la liste est assez longue, sur laquelle on peut demander, on peut faire la révision. Donc la révision pour vous est nécessaire, mais attention, la question c'est, question de l'auditeur posée sur Top Congo FM, oui. Pour que cette révision se fasse en toute quiétude, est-ce que le président Tshisekedi devrait écarter la menace que les autres brandissent de sa famille politique de le voir rester au-delà de son deuxième mandat? C'est une très bonne question. Et très bonne question. Et lorsque vous lisez, quand même, vous avez des retours de la part de vos auditeurs, que j'essaie de suivre tous les jours sur les antennes, on sent bien que beaucoup d'auditeurs ne sont pas pour l'extension et le changement de la durée de mandat. Et ça, c'est clair de ce que j'entends souvent parmi vos auditeurs. Et donc, si ça est déjà une menace, il est très simple, je pense véritablement très très simple. Le président de la République lui a dit « Oui, je vais réviser la Constitution. » Quel point je vais réviser? Oui, je vais réviser la question de l'impunité. L'impunité des autorités, des responsables, une fois qu'ils ont terminé, ils peuvent être poursuivis. Oui, je peux modifier la question liée à l'antagonisme qu'il y a entre Premier ministre et président. Ce n'est pas très clair. On va essayer de changer, mais nous restons toujours dans le cadre de la révision. Oui, je peux mettre le fait d'avoir une autre nationalité et même mettre d'autres dispositions, etc. Oui, je peux essayer de clarifier par rapport à toute une série de questions liées aux provinces, clarifier et pas modifier, je veux dire les compétences, clarifier des relations avec les provinces, etc. Il peut le faire et sans aucun problème, et vous allez voir que le débat qui est maintenant sur la table et d'actualité va s'essouffler. Parce que tout simplement, l'article 220 ne sera pas touché.